Peut-être avant de commencer, je vais me présenter l'équipe. Donc, je suis Julie Lambré, je suis chargée de mission biodiversité au Parc National. Je suis arrivée en avril 2021 et je suis référente donc, sur les atlas de biodiversité communale. Je m'occupe aussi des programmes d'action sur les espèces et les milieux naturels et des sites Natura 2000 qui sont au cœur du parc. Pour le projet des ABC, on a en renfort Loïc Witt, qui est notre service civique sur les sciences participatives, et Marius Desjardins, qui est notre apprenti en BTS GPN à la maison familiale et rurale de Buxières-les-Villiers. Donc ça, c'est le renfort parc. Et je vous parlerai ensuite de tous les partenaires qui sont impliqués dans ce projet, puisque c'est un projet partenarial, collaboratif, participatif. Du coup, avant de commencer, je voulais dire que ce programme est sur 2 ans et qu'il a pu être mis en œuvre grâce aux 2 communes volontaires, Cognier-le-Haut et Val-des-Tignes. Donc il y aura la réunion publique sur Val-des-Tignes jeudi soir, le 26, à la salle des fêtes de Chamonix, sur le même format. Donc voilà, en trois parties. On va vous présenter les ABC, la démarche, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à qui ça profite et comment la démarche se met en place sur le territoire. On vous présentera ensuite le programme d'animation qui a été imaginé sur la commune pour 2023, qui reste un programme prévisionnel, mais on vous en parlera plus en détail. Et ensuite, la 3e partie, c'est une conférence thématique pour engager les réflexions autour de la biodiversité et notamment une espèce qui est à fort enjeu sur cette commune, la rainette arboricole. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur le maire. Bonjour à tous, je viens d'avoir une nouvelle de Madame la sous-préfète, elle est un peu en retard, elle aura apparemment un quart d'heure de retard. Bon, c'est tout, on va commencer. C'est avec plaisir que la commune vous accueille ce soir pour partager avec vous les 2 années à venir. Vous êtes engagés là tous pour 2 ans. Après avoir travaillé sur un projet de pierre et terroir, projet collectif, on est parti là sur un travail pour un projet participatif. Donc l'idée c'est bien de travailler avec les gens du territoire, avec les utilisateurs, les usagers, les agriculteurs, en fait tous les gens qui passent ou qui travaillent sur Colnier. Donc c'est un projet qui va permettre à la commune de définir un peu ce que l'on a comme diversité et biodiversité sur le territoire et qui nous permettra après de faire des choix en fonction de ce que l'on va voir, découvrir ou à nouveau redécouvrir pour faire des choix sur les projets futurs et à venir. Mais aussi, c'est surtout pour les habitants, pour que les habitants prennent connaissance de cette biodiversité, de cette nature qui les entoure et cette biodiversité qui part des maisons, des territoires, des jardins. Et vous allez voir que tout au long de ces 2 années, on va jouer les magiciens, on va passer de la grenouille au papillon, du papillon aux oiseaux, aux chiroptères, et voir un peu ce qui se passe dans le village. Donc merci à tous, on est parti pour quelque chose qui est nouveau sur le territoire. C'est vraiment participatif, c'est vous qui allez, en fonction de ce que vous avez besoin de découvrir, voir, connaître, étudier, c'est vraiment vous qui allez faire cet ABC. Et on n'est que là pour vous aider et aller chercher les spécialistes qu'il faudra aller chercher suivant vos besoins et l'objectif. La 2e partie pour la commune, donc j'aurais bien voulu que Madame la sous-préfète soit là, mais je lui en parlerai après.
la commune, on se lance dans une chose qui... c'est un réaménagement de la place publique. On voudrait faire une halle pour deux choses. Essayer d'augmenter l'attractivité du bourg et surtout réaménager cette place avec une ossature bois, une halle ossature bois, et que les gens puissent découvrir ce que l'on a appelé dans Pierre et Terroir le balcon, sur toute la vue derrière. L'objectif est bien à ce que les gens du village puissent en profiter, bénéficier de toutes les activités culturelles éventuellement, des activités de marché aussi, marché du territoire, donc vraiment redynamiser un peu cette place. Garder la possibilité sportive quand même, parce que tous les gamins en profitent bien l'été, et puis les grands gamins aussi qui jouent au quilles. Donc voilà, l'idée c'est un peu de mettre tout ça autour de la place et de... Alors là je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, puisque à la fin de cet atlas, il est prévu de faire une fête de la nature. Et donc l'objectif pendant ces 2 ans-là, c'est de lancer ce programme de la halle. Donc on a déjà déterminé un architecte, on est en train de discuter donc avec la sous-préfecture et le département pour la partie subvention. Et donc l'objectif c'est qu'au bout de ces 2 ans, l'inauguration de la halle coïncide aussi avec cette fête de la nature. Ben voilà, il suffisait que je finisse mon discours pour que on vous accueille. Je m'installe discrètement, je peux pas vous interrompre. Vous voulez pas faire un mot, non? Je venais de finir. Et je disais que Madame la sous-préfète nous octroyait 100% de subvention sur la halle. Donc c'est parfait. Ouais. Désolé, on a commencé un petit peu, je savais que vous étiez un peu en retard. On y va? Allez-y. Donc, on commence par la première partie. Je vais vous présenter la démarche des ABC. Les atlas de la biodiversité communale mis en œuvre sur le territoire du parc qui s'inscrivent dans un programme des ABC qui a été initié en 2010 par le ministère en charge de l'écologie et le soutien financier a été depuis repris par l'Office français de la biodiversité. Donc il y a un site qui est dédié à la valorisation des rendus et des productions qui sont issues des ABC et on peut voir aujourd'hui qu'on est à 847 ABC en France. Donc on voit sur le site les ABC Valdetti et Cognier-le-Haut qui sont en cours de réalisation. Vous pouvez également retrouver des informations sur le site de l'Office français de la biodiversité. Donc voilà, c'est dans ce cadre que le Parc national a pu déposer un dossier qui a été retenu et a pu avoir le soutien financier de l'OFB pour réaliser ces 2 ABC. Qu'est-ce qu'un ABC? C'est un outil qui permet donc de connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel à l'échelle d'un territoire, à une échelle communale ou intercommunale. Il s'appuie donc sur un premier axe qui est d'acquérir la connaissance scientifique. Ça passe par le biais des inventaires naturalistes du terrain. Donc c'est vraiment améliorer la connaissance sur la biodiversité à l'échelle du territoire. Il y a un deuxième axe important des atlas de la biodiversité communale, c'est, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est d'impliquer les habitants, d'impliquer les citoyens, les mobiliser et de les sensibiliser sur les questions de biodiversité, de la nature qui les entoure. Donc ça va vraiment passer par toute une série d'animations, de sorties, d'événements pour transmettre cette connaissance scientifique et impliquer les habitants dans la collecte des données. L'utilisation ensuite des inventaires de terrain va permettre de créer une synthèse cartographique. On aura une vision de toutes les espèces de faune, flore présentes à l'échelle de la commune. Et surtout, ce qui est important, c'est l'analyse des enjeux. Est-ce qu'il y a des espèces menacées, rares, des espèces plutôt communes? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers
des choses à faire sur le territoire, avec l'objectif de mettre en place un plan d'action, proposer des actions en faveur de la biodiversité, en faveur de ces espèces. Donc là, ça permettra à la commune de partager une vision stratégique du territoire et d'orienter les actions. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'avoir les 3 types de rendus. C'est ça qui est attendu des ABC à la fin des 2 ans. Ce sera de recueillir toutes les données d'observation, d'aboutir à cette cartographie et de voir les secteurs à fort enjeu. Et le 3e rendu pour la commune, c'est d'avoir un programme d'action pour protéger et valoriser le patrimoine naturel. L'intérêt surtout des ABC, c'est les suites. En réalité, c'est derrière la mise en œuvre qui va être faite par les habitants, par la commune, et c'est vraiment l'application des actions proposées. Comment se déroule l'ABC sur la commune de Colmiers et la commune de Valdetilles? Donc ça passe par 4 axes. L'axe connaissance, donc avec les inventaires de terrain. Un axe sur la sensibilisation, toutes les actions que je vous ai précisées pour impliquer les habitants et le grand public. Il y a évidemment un volet communication, comme aujourd'hui, valorisation de ce qui est fait. Et pour qu'un projet se déroule correctement, il faut un comité technique, et donc il y a un axe aussi de gouvernance. Mais les ABC, c'est pas seulement le parc qui porte et qui fait des choses. Il y a toute une série d'acteurs qui sont impliqués, donc évidemment les élus, les habitants, les partenaires techniques naturalistes qui vont faire les inventaires de terrain et qui vont animer aussi les animations avec les habitants, le grand public et le parc national qui n'est en fait qu'un coordinateur à ce niveau-là. Je vous ai mis ici un calendrier prévisionnel. Voilà comment on a imaginé l'organisation des ABC qui dure sur 28 mois. Donc fin 2022, ça a été le lancement technique. Vous voyez en rose, il y a une première réunion du comité technique pour affiner le programme d'animation qui sera là tout en bleu, toutes les actions en bleu. Et puis préparer les différentes étapes. Donc il y a vous voyez, les 9 étapes opérationnelles. Donc là je vous rentre dans le technique, mais pour que vous puissiez voir un peu aussi l'implication des différents acteurs et le temps passé pour chaque action. Donc la première étape, c'est d'avoir une idée de l'état des connaissances sur la commune. Donc pour cela, on va réaliser une synthèse des données. Je vais peut-être laisser la parole à Marius, puisque c'est lui qui est en charge de réaliser cette partie. Si tu veux donc pour la synthèse des données, on a donc tous nos partenaires qui nous transmettent toutes les données qu'ils ont concernant les 2 communes qu'on soumet aux ABC. Donc moi je les récupère, je les traite pour en faire une base de données unique. Et de cette base de données-là, j'en fais un début cartographique pour qu'on ait une idée des endroits à concentrer nos efforts et des endroits dont on connaît déjà pas mal les régions, les informations qu'on peut laisser plus ou moins en telle quelle. Peut-être citer les partenaires. On a le département de pêche, la fédération de pêche départementale, pardon. On a le Conservatoire botanique national du bassin parisien, la LTO, l'ONF, on a le Conservatoire d'espaces naturels et le CIE. Je crois que et l'OFB évidemment, qui nous aident donc à avoir ces données-là pour les ABC. Donc cette première synthèse et l'analyse des enjeux va nous permettre de
l'a dit Marius, d'identifier des secteurs où il y aura besoin d'inventaires complémentaires. Donc ça, c'est la deuxième ligne en vert ici. Les inventaires vont se dérouler sur la période favorable à l'observation de la faune et de la flore. Donc ça, ce sera l'objet du deuxième comité technique qui va être programmé début mars. Ce sera donc de cette synthèse de données, d'orienter les inventaires de terrain et aussi d'affiner le programme d'animation qu'on a imaginé et qui n'est que prévisionnel et qui mérite évidemment d'être complété avec tous les autres partenaires qu'on pourra associer à la démarche. Aujourd'hui, on est dans cette ligne-là, l'animation globale du projet. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a la fête de la nature qui est un point d'orgue en 2023 et en 2024. Donc on a une réunion de lancement aujourd'hui à Cognier, jeudi à Val-d'Éty, et on a programmé une fête de la nature en 2023 qui sera à Val-d'Éty, et celle de Cognier sera en 2024 pour les raisons qu'on vient d'énoncer, pour que ce soit en cohérence avec le projet de la commune de redynamiser la place. Et l'objectif, c'est d'avoir à la toute fin des AVC une réunion comme aujourd'hui où on présente les résultats, la cartographie finale et puis un programme d'action. Mais tout au long de la vie de ce projet, évidemment, comme on l'a dit, c'est participatif et on pourra tout à fait imaginer des groupes de travail, des choses en plus. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau-là ou est-ce que ça va? Après, on aura une petite pause, on pourra échanger si besoin. Donc là, vous voyez les trois lignes en bleu, c'est le programme d'animation qu'on a imaginé avec les partenaires. Donc chaque structure qui est impliquée là, dans la synthèse des données pourra aussi réaliser des animations. L'objectif, c'est de former les habitants et le grand public à la reconnaissance d'espèces pour qu'ensuite ils puissent participer et produire de la donnée aussi. Donc là, c'était vraiment à titre indicatif. Ce programme-là, il est détaillé dans le flyer que vous avez à disposition. Donc voilà, c'est des sorties thématiques sur les cours d'eau, une sortie botanique, une conférence Gunnor, mais je laisserai Loïc vous présenter ça plus en détail. Il y a également des animations très ciblées qui vont faire l'objet d'enquêtes spécifiques. Pareil, j'en dis pas plus pour l'instant. Et des programmes d'animation plutôt sur des continuités écologiques. Donc ça, on y reviendra après. Une fois qu'on aura fait toutes ces sorties, collecté des données, il y aura de nouveau un travail de synthèse. Donc en 2023 ici et puis en 2024. Avec, comme on a dit, ce travail pour les suites, pour dégager les enjeux et les actions de conservation. Tout au long de la vie du projet, donc, il y aura une communication autour des événements, que ce soit des sorties, des conférences, voilà, les sorties de terrain. Et au niveau de la communication aussi, on va essayer de valoriser les rendus avec un livret pédagogique pour la commune. Et puis, il y a toutes les réunions du comité technique. Voilà pour ce qui est du déroulement sur les 28 mois. Voilà les partenaires impliqués, mais évidemment, on peut en impliquer d'autres. Et au prochain comité technique, on va associer d'autres acteurs du monde agricole. Vous êtes évidemment les bienvenus, ainsi que le monde de la chasse. J'en ai fini pour cette partie. Je te laisse, Loïc, la suite. Vous l'aurez compris, les ABC c'est quand même un axe très scientifique et nous, l'intérêt qu'on a, c'est d'intégrer les habitants dans cette démarche pour, d'une part, vous sensibiliser et vous faire découvrir toute la biodiversité qu'il y a autour de vous et que vous ne connaissez pas forcément. Donc pour ça, un premier programme a été mis en place. Vous avez ici les premiers rendez-vous, vous le trouverez aussi à l'intérieur des flyers. Donc les dates qu'on peut vous proposer pour l'instant, on va avoir une conférence Cigogne Noire organisée par le Parc National de Forêt en partenariat avec l'ONF
en février de cette année. Il y aura aussi une sortie écoute de la Chevêche d'Athéna, toujours sur Cognier, organisée par la LPO début mars. Vous aurez une sortie partage de vision en tracteur. Pour cela, sera plus axé sur des discussions avec les agriculteurs, avec toutes les personnes qui travaillent dans l'environnement, plus un accès professionnel que public. Ce sera proposé par le CIN d'Auberive mi-avril. Certaines dates n'ont pas encore été fixées parce qu'elles dépendent beaucoup des aléas climatiques, donc on a encore du mal à se projeter. Je pense notamment à la sortie écoute de la navette arboricole qui sera proposée par l'OFD, par Samuel. Il y aura une sortie à la découverte des oiseaux des milieux ouverts organisée encore une fois par la LPO fin mai. En juin, donc, comme l'a dit Julie, il y aura la fête de la nature qui sera organisée à Valletti. Dans la suite, il y aura une sortie découverte de la forêt qui se passera à l'occasion des Nuits des forêts. Donc ce sera une sortie axée sur la vie nocturne de la forêt et ce sera organisé par l'ONF. Une pêche électrique est aussi prévue, mais ça, une date n'a pas été fixée parce que les aléas climatiques dépendent encore quelques problèmes. Pour juillet, il y aura un inventaire sur les chauves-souris qui sera proposé par l'association de Samuel. Et une balade en VTT sur les activités écologiques sera proposée par le CIN d'Auberive. Et enfin, pour terminer le programme d'été, il y aura une sortie botanique organisée par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, qui sera organisée pour le 26 août. On a fait en sorte que pour les animations qui nécessitent une inscription, on va faire en sorte que la priorité soit laissée aux habitants, parce que vous avez quand même le public visé principalement par ces ABC. Et on va se lancer aussi dans les sciences participatives pour vous intégrer au maximum dans le programme. Donc les sciences participatives, qu'est-ce que c'est? Les sciences participatives sont des projets qui visent à intégrer le grand public dans les démarches scientifiques. Ce sont des projets qui vont être ouverts à tous, donc que vous soyez enfant comme retraité, que vous soyez novice ou expert dans certains domaines. N'importe qui peut participer et mettre la main à la pâte. Un point fort des sciences participatives, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont proposées toute l'année avec des thèmes plus variés que les autres. Nous, ce qui nous intéresse principalement pour les ABC, c'est toutes les enquêtes qui vont porter sur la biodiversité, mais vraiment toute la biodiversité, que ce soit une enquête sur du lichen, une enquête sur le plus petit escargot, une enquête sur le gros sanglier. Peu importe, nous, tout ce qui tourne autour de la biodiversité nous intéresse. Des enquêtes seront proposées à différentes échelles. C'est-à-dire que si l'espèce qui nous intéresse et qu'on souhaite proposer une enquête dessus n'est pas forcément couverte par des enquêtes nationales, je pense par exemple à la salamandre qui n'a pas d'enquête propre à elle, on pourra lancer des enquêtes propres au parc, mais d'un autre côté, pour des espèces qui sont déjà bien connues dans les sciences participatives, comme par exemple le hérisson, qui bénéficie déjà d'une enquête lancée par France Nature Environnement, ou une enquête lancée par la LPO, un relais national sera fait. Sur les 2 ans, il va y avoir 2 projets qui vont être proposés en continu. On va avoir dans un premier temps Faune Champagne-Ardenne et ensuite les oiseaux du bâti. Donc Faune Champagne-Ardenne, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de saisie de données faune qui se trouve sur Internet. Le lien se trouve à l'arrière des flyers des ABC. C'est un projet qui est porté par la LPO. Et toujours un projet porté par la LPO, vous allez pouvoir participer aux oiseaux du bâti. Donc comme son nom l'indique, ça va porter sur les oiseaux qui vivent dans le bâti. Il va y avoir une ouverture qui sera faite aussi sur les mammifères qui peuvent vivre dans le bâti, je pense par exemple au loir ou aux chauves-souris. Pour participer, il y aura différentes méthodes de relevé. Pour les oiseaux du bâti, la LPO a créé un formulaire en ligne qui sera accessible via le site du parc. Vous pourrez rentrer toutes les informations, que ce soit la date de l'observation, le lieu d'observation, si vous êtes d'ici ou d'ailleurs, tout ce qui peut être utile, que ce soit la structure du bâti, s'il y a des trous, le nombre de nids que vous avez observés, etc. Tout sera possible d'être... tout pourra être mis dans ce formulaire et il y aura des aides dans ce formulaire qui sont proposées pour que ce soit bien clair
ce qui est attendu dans le rendu. Pour ce qui est de Faune Champagne-Ardenne, un outil de saisie de données est disponible aussi sur la plateforme. Il y a aussi une application qui est possiblement plus simple d'usage, qui est toujours liée à Faune Champagne-Ardenne, qui s'appelle Naturalist. Petit aparté pour les personnes qui voudraient utiliser cette application sur iPhone. On demande un abonnement pour consulter les données qui ont été retrouvées autour de nous, mais vous pouvez éviter cet abonnement en passant directement par Faune Champagne-Ardenne pour consulter directement vos données. Pour ce qui est d'éventuels besoins, je sais qu'ici le réseau ne passe pas forcément très bien, on va faire en sorte qu'un document papier puisse être mis en place si le besoin en était. Donc pour ce qui est pour trouver les ABC sur le site du parc, vous avez un lien. La démarche sera expliquée un peu plus tard. Ben, justement ici. Pour accéder directement à la page des ABC, vous allez sur le site du parc national dans la rubrique des actions, des projets, les atlas de la biodiversité communale. Donc sur cette page, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur les ABC. Vous aurez aussi toutes les dates des animations. Vous aurez les différents formulaires pour faire vos relevés. Vous aurez aussi des aides qui pourraient être mises en place pour vous permettre de déterminer des papillons, des reptiles, etc. On vous a fait remplir, et pour les retardataires, du coup, tout au fond, il y a une fiche à remplir qui nous aide, nous, pour savoir combien d'habitants sont venus lors de la réunion. Et ça vous permettra aussi d'être tenu au courant par mail des animations qui vont être mises en place, des potentielles conférences, tout ce qui peut être mis en place sur votre commune. Donc, ensuite, il existe aussi un portail pour les sciences participatives si jamais vous avez envie de voir plus large que ce qui est proposé au sein du parc. Le lien est disponible aussi sur le flyer. Et enfin, donc, un lien pour aller directement sur Faune Champagne-Ardenne pour faire vos saisies. Pareil, ce sera disponible sur les flyers. Et en contact pour toute question, vous avez le numéro de téléphone de Julie, que ce soit pour des renseignements pour les animations ou pour d'autres questions. Et merci de votre écoute. On espère que vous serez nombreux à participer. Et on va prendre une petite pause. S'il y a des questions, on y répondra et ensuite on passera à la conférence orale. Merci. Merci à tous d'être venus là, ce soir pour suivre un petit peu le déroulement de cette ABC. Et donc l'OFB, on va dire, assiste, contribue on va dire, à ces ABC, on va dire, donc sur différents domaines, mais entre autres sur la problématique des mares, des milionides, des espèces qui sont liées, on va dire, à ces milieux-là. Alors, c'est un exemple qu'on a pris en fait. Je dirais l'exemple des mares et de la rainette arboricole. Alors, rainette arboricole, oui, parce qu'ici à Coligny-le-Haut et la commune de Villars-Centenauge, vous êtes les deux seules communes aujourd'hui en Haute-Marne où cette espèce-là est connue. Donc, c'est un réel. Vous êtes vraiment concernés, vous avez un vrai rôle à jouer. Et forcément, c'est une espèce en jeu. Et si ici sur le territoire, rien n'est fait, elle est vouée à disparaître quand même assez vite. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les mares, c'est un exemple par rapport aux milieux humides, que ce soit les marais tufeux, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les prairies humides. Et les mares, c'est un petit élément des zones humides qui est quand même très important. Et voilà, c'est un habitat très riche de biodiversité. On va le voir un petit peu plus loin, mais de nombreuses espèces sont liées à ces habitats-là, à ces éléments de paysage. Voilà. Donc sur le territoire, les mares, il n'y a pas de nombreuses mares. Elles sont principalement dans le monde, on va dire, dans le paysage agricole, et elles sont d'autant plus importantes. Voilà. Alors, comme je le disais, c'est des écosystèmes très riches, on verra ensuite. Elles sont utiles également. La plupart des mares ont une origine, on va dire, anthropique. C'est l'homme qui les a créées il y a quelques dizaines d'années de ça pour différentes raisons.
et elles sont très fragiles. On se rend compte aujourd'hui que, hélas, les mares viennent à disparaître pour différentes raisons qui peuvent s'expliquer. Hein. Et puis il y en a d'autres, on se dit qu'on peut avoir les uns les autres, on va dire, un impact là-dessus et décider de faire autrement. Voilà. Qu'est-ce qu'une mare? Les uns les autres, on a une image de ce que peut être une mare, où est-ce qu'on peut les rencontrer. Déjà, je sais pas, enfin, petite étendue d'eau, hein, on parle de mare, d'étang, tiens c'est quoi? Est-ce que là c'est un étang, là c'est une mare? Donc déjà, une mare c'est une petite étendue d'eau, souvent de faible profondeur, et puis c'est vraiment une interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. C'est que souvent les mares sont très végétalisées, arborées. Souvent l'homme intervient autour des mares, donc a un impact qui est non négligeable par rapport à l'entretien. Mais si on laisse évoluer une mare, je dirais il y a tout de suite une végétalisation, que ce soit la strate arbustive, arborescente qui vient, et puis donc toute cette flore aquatique qui évolue. D'autres éléments, c'est, bon là c'est on va dire très technique, hein, c'est un aspect réglementaire, c'est qu'une mare, normalement sa surface est inférieure à 5000 m². Au-delà, on passe dans en étang. Alors un étang c'est aussi un petit peu différent, c'est que bien souvent le niveau d'eau est régulé par des dispositifs, ce qu'on appelle les vannages ou les moines. Donc en général c'est construit, il y a une digue, c'est un petit peu différent. Mais voilà, une mare, surface inférieure à 5000 m². Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, soit d'origine naturelle ou anthropique. On va dire sur notre territoire, la quasi-totalité des mares sont d'origine anthropique. Principalement dans le milieu agricole, mais sur d'autres régions naturelles, on les trouve également en forêt. La forêt a été quand même très utilisée par l'homme, exploitée, et donc il y avait aussi des besoins en eau. Et donc dans certaines dépressions, l'eau s'accumulait et était utilisée également. Alors quelques exemples dont je viens de parler. Donc les mares de prairie, c'est ce qu'on trouve entre autres sur le territoire de Colmiers, des mares qui étaient principalement utilisées par les éleveurs, principalement de bovins ou d'ovins. Quelques mares forestières, alors ici sur le territoire, sur les plateaux calcaires, là elles sont extrêmement rares, on va dire parfois c'est des petites souilles, on appelle ça des marchas également, principalement utilisées par le gibier et puis la petite faune de forêt. Mais par contre, dès qu'on va sur d'autres territoires, soit dans le Bassigny, sur le secteur de Faye-Billot, la Champagne humide, là il y a davantage de mares forestières où l'eau, on va dire, reste beaucoup plus facilement et alimentée, on va dire, de façon quasi permanente où l'eau est bien présente. D'autres mares également, les mares de village, présentes pas dans tous les villages, mais dans quelques villages, et où elles avaient une utilité qui était aussi autre. Hein. On y reviendra un peu plus loin, mais elles avaient également leur utilité. Alors, mares de culture, on va dire que ce ne sont pas des mares de culture, avant c'était des prairies, et aujourd'hui elles se retrouvent, on va dire, au milieu des cultures. Alors elles gardent un rôle important néanmoins, même si leur fonctionnement n'est certainement pas l'idéal, mais néanmoins ça reste des éléments de paysage, et une trame, on va dire, de mares de milieu de zones humides comme ça qui est néanmoins importante. Donc, on parle, je vous le disais tout à l'heure, donc c'était un écosystème riche. Donc c'est je le reprécise là, donc une interface entre les milieux terrestres et aquatiques. Alors qui dit milieu terrestre, espèces terrestres, milieu aquatique, des espèces aquatiques. Il y a des espèces qui sont terrestres et aquatiques, on le verra par l'intermédiaire des amphibiens, entre autres. Donc les amphibiens vivent autant, voire même moins de temps dans l'eau que sur Terre. Et elles sont, ces espèces-là, si l'eau n'était pas là, ces espèces-là ne seraient pas là non plus. Donc, et puis d'autres espèces qui sont terrestres, mais qui ont besoin d'eau, rien que pour s'abreuver ou se nourrir d'insectes qui sont liés aux mares. Et donc, lieu de vie et de reproduction de nombreuses espèces, que ce soit les insectes, que ce soit les amphibiens. On va dire que certains oiseaux sont très liés aux zones humides également, dont les mares.
Donc les mares, milieux humides, à savoir que les zones humides, les milieux humides, il y a 100% des amphibiens qui sont liés à ces milieux-là, en France, 50% des oiseaux, et il y a 30% des plantes remarquables qui sont liées à ces espaces-là. Donc, pas uniquement les mares, il y a d'autres milieux qui sont bien plus riches que les mares, comme sur le territoire les marais tufeux, mais néanmoins, voilà, ces milieux-là sont des milieux riches, riches de vie, riches d'espèces. Et donc, en matière de reproduction d'espèces, un exemple, les libellules sont des espèces d'insectes qui sont liées à ces environnements-là. Que ce soit la mare, les petits cours d'eau, les ruisselets, les marais, et que ce soit, on va dire, leurs larves, les pontes et les adultes sont très liés à ces milieux aquatiques. Donc une faune exceptionnelle, on parle des libellules, et deux autres exemples, donc la rainette arboricole, et puis le sonneur à ventre jaune, qui est également présent là sur le territoire de Cognier. Donc ces deux espèces, on le verra un petit peu plus loin, mais ce sont des espèces protégées, des espèces à enjeu, qui ont, on va dire, un classement au niveau de leur protection qui est très particulier, on y reviendra. Et donc des espèces qui aujourd'hui régressent régulièrement, leur habitat régresse, et ces espèces-là tendent à disparaître, ou en tout cas à diminuer en nombre. Également une flore typique des milieux humides. Alors que ce soit, là on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas les milieux les plus riches non plus, mais quand même une flore bien caractéristique. On passe par les iris, les caracées, les trelles et d'autres flores très typiques de ces milieux humides. Au niveau de la reproduction, donc on va s'intéresser peut-être un peu plus aux amphibiens. Ici sur le territoire, entre autres, il y a la grenouille rousse connue de tous qui vient dans ces milieux-là, mares et autres milieux humides. Un autre petit amphibien, c'est l'anif accoucheur, qui se trouve ici, là, donc qui est lui principalement terrestre. Vous le connaissez tous, soit vous ne l'avez peut-être pas tous vu, mais vous l'avez, on va dire, je pense, tous entendu une fois. C'est un petit crapaud qui fait un petit ou pendant la nuit. On l'entend, voire peut-être même parfois en journée. Il est assez discret et on l'entend quand même assez régulièrement. Et donc, c'est le mâle qui porte ses œufs sur le dos et qui ensuite va déposer ses œufs dans les zones humides, entre autres les mares. Voilà. Il est très présent sur les communes et sur les plateaux calcaires de Langres. On a parlé des libellules, mais également les tritons. Les tritons sont largement présents dans ces milieux-là. Alors ici, principalement le triton alpestre qui est là sur la photo, ou le triton palmé, mais c'est des espèces qui sont largement présentes. Donc je vous disais que ce sont des écosystèmes utiles. Alors utiles à la nature, c'est ce qu'on vient de voir, ce sont des environnements vraiment très riches, mais utiles à l'homme. Alors oui, ces mares, pour la plupart, ont été, on va dire, creusées dans les prairies, creusées dans les villages, par rapport à différents services. Alors le service écologique, on l'a vu au moins en partie, mais les mares, et comme les autres zones humides, ont un rôle épurateur. On voit que toutes ces eaux de ruissellement chargées, je dirais, en matière, que ce soit, on va dire, les produits, les pesticides et autres, les métaux lourds, voilà, ces environnements-là viennent à traiter, on va dire, et à purifier l'eau. C'est également tous ces éléments-là servent à réguler les crues, entre autres, les niveaux d'eau. Donc, pas uniquement les mares, s'il n'y avait que les mares, ça ne suffirait pas. Mais toutes les mares, les prairies inondables, tous ces éléments-là, voilà, servent à réguler le niveau des eaux et les crues.
Également, on parlait de service économique entre guillemets, mais donc la plupart des éleveurs jusque-là, et l'utilisent encore, donc ça sert pour abreuver le bétail. Ça a été très utilisé, on va dire, il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué avec, on va dire, les sécheresses récurrentes et le manque d'eau, mais c'est d'autant plus important de respecter les mares et surtout ce qui les alimente, donc les zones humides, les ruisselets, et donc à éviter des drainages qui fait partir l'eau, on va dire, assez vite dans les cours d'eau, et où, on va dire, les propriétaires et les éleveurs ne peuvent plus aujourd'hui bénéficier, on va dire, des quantités d'eau qui pourraient être sur leur parcelle. Donc il peut y avoir des contraintes dans le contexte de transformation agricole, il ne faut pas le nier, c'est une réalité, mais aujourd'hui, que ce soit pour la biodiversité, mais que ce soit également pour l'usage qu'en fait l'homme, il y a une réelle utilité de ces milieux-là. Et puis, un autre rôle qui est utilisé aujourd'hui, c'est le rôle pédagogique. Ce sont des beaux outils, on va dire, de partage, on va dire, de la connaissance sur ces milieux-là, que ce soit avec tout public, les enfants et les autres. Autour d'une mare et d'une zone humide, on voit beaucoup de choses. La vie, c'est très riche de vie et on peut montrer à tous l'intérêt de ces milieux-là. Donc, c'est des endroits qui sont agréables à partager. Mais ce sont des écosystèmes fragiles. Et je pense qu'on est tous à le constater, en discutant avec les uns les autres. Pour certains, l'utilité n'est plus la même, elle peut devenir une contrainte, ou alors on se dit que c'est une contrainte et on ne voit pas les utilités qu'on pourrait en faire. Donc, soit par comblement, on va dire, naturel, manque d'entretien, parce que si ces mares étaient, on va dire, d'origine anthropique, elles ont été creusées à un moment donné, mais elles peuvent nécessiter un entretien, elles viennent à se combler, manque d'eau. Les sécheresses à répétition viennent également à moins les alimenter et à ce que ces mares soient, on va dire, un peu moins fonctionnelles. Et puis, il y a le comblement, c'est qu'aujourd'hui, une mare peut être dans le cadre de transformation d'une exploitation agricole. La prairie devient une culture, la mare peut devenir gênante ou en tout cas contraignante, et donc certains exploitants peuvent être amenés à vouloir la faire disparaître. D'autres éléments qui viennent à martyriser ces éléments-là, on peut voir des mares qui ont toute leur utilité par rapport à l'abreuvement du bétail, mais les mares sont du coup piétinées en permanence par le bétail. Et donc il est nécessaire de laisser accès éventuellement à une partie de la mare pour le bétail, éventuellement les protéger entièrement et mettre des pompes à nez ou un système qui, on va dire, permet au bétail de s'abreuver. Et puis, des phénomènes d'eutrophisation. On voit certains milieux humides qui sont complètement, on va dire, eutrophisés avec l'apport de matières, de produits phytosanitaires et autres engrais, où elles sont complètement eutrophisées, développement d'algues et donc plus du tout fonctionnelles. Alors, là aujourd'hui, j'interviens en tant qu'OFB, mais on va dire que il y a de différents acteurs qui sont amenés à travailler sur cette thématique-là. Et entre autres, la plupart des acteurs qui travaillent sur cette thématique, c'est dans le cadre, alors le PRAM, c'est le plan régional d'action mare, c'est-à-dire que sur ces habitats-là, au niveau national, a été mis en place donc un plan national d'action et qui est, on va dire, qui est au niveau régional a été mis en place également. Et au niveau du Grand Est et de la Champagne-Ardenne, c'est le CPIE de Soulaine, du Sud-Champagne, de Soulaine-Lui, qui est animateur du plan régional d'action mare. Donc c'est avec eux, sur le territoire de la Haute-Marne et par ailleurs, on vient à travailler, on va dire, faire de la connaissance sur ces milieux-là,
à mettre en place des actions de restauration, de création. Voilà, c'est cette association-là qui est chargée de mettre en œuvre le plan régional d'action MAR sur le territoire. Donc ils seront amenés, j'imagine, à travailler à un moment ou un autre avec le parc national. Et donc je disais, c'est d'autres structures, hein, c'est le CPIE de Sud-Champagne qui au départ organise les choses et a charge de mettre en œuvre, mais en lien avec différentes structures, que ce soit des structures associatives, que ce soit des collectivités, les propriétaires et les administrations. Alors comme je venais de vous le dire à l'instant, les différentes actions, la première c'est vraiment la connaissance, on en parlera un petit peu tout à l'heure, concernant la rainette. On a quelques connaissances, mais on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On manque de données ou on manque localement, on va dire, de connaissances, entre autres, par rapport à cette espèce, et on y reviendra ensuite, comme quoi il faudrait poursuivre dans cette voie-là. Et une fois qu'on a identifié, on va dire, de par la connaissance, qu'on a fait un état des lieux des habitats, eh bien, il faut mettre en œuvre des actions d'amélioration de ces habitats en vue d'intervenir sur ces espèces en jeu. Donc ça peut passer par de la restauration de milieu, la restauration d'habitat, voire de la création, si on voit que certains éléments manquent pour refaire, je pense que vous avez aussi entendu parler de la trame verte et bleue. Donc voilà, c'est essayer de construire une continuité d'habitat, une continuité écologique entre les différents milieux, donc qu'elle soit bleue par rapport au milieu aquatique ou qu'elle soit verte par rapport à tout ce qui est air, épisylve, forêt, enfin voilà, c'est constituer des trames qui soient fonctionnelles pour l'ensemble de la biodiversité. Et puis d'autres actions, c'est la sensibilisation, que ce soit de tout public, des propriétaires, mais des scolaires, des réunions, enfin là on est dans le cadre de l'ABC, mais c'est aussi ça, c'est partager avec l'ensemble des propriétaires, des habitants, expliquer le pourquoi de l'intérêt de ces milieux-là. Aujourd'hui c'est les mares, et puis à d'autres moments ça peut être d'autres, Romaric parlera à Valdetti d'autres habitats qui sont tout aussi importants et tout aussi riches, liés aux pelouses sèches entre autres, mais voilà, c'est des habitats qui sont vraiment très importants et à partager, à faire connaître de tous, parce que ce n'est pas forcément très bien connu des uns et des autres. Une autre action qui est mise en œuvre, alors celle-ci était davantage, on va dire, mise en œuvre par l'Office français de la biodiversité. Et puis, entre autres, ici dans la salle, il y en a un des principaux acteurs qui avait mis en place cette action-là, c'est ce qu'on appelle la police préventive. Alors, je vous explique exactement ce que c'est. C'est en fait, on vient à faire des inventaires de ces espèces-là, de ces habitats-là, sachant que plusieurs de ces espèces, l'espèce est protégée, mais également leur habitat. Donc c'est de la connaissance, de connaître la présence de ces espèces et de ces habitats-là sur un territoire, et c'est ensuite en informer les propriétaires de la présence de ces espèces, de ces habitats, pour qu'eux puissent la prendre en compte, mais aussi les alerter que cet habitat-là est protégé. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas le détruire, et que s'ils veulent intervenir sur cet habitat-là, c'est soumis à autorisation ou à dérogation. Donc c'est prévenir ces dégradations, ces destructions, et sur le département, et maintenant c'est étendu au moins à l'ensemble des départements du Grand Est, et voire ailleurs en France, mais principalement dans le Grand Est, c'est faire des inventaires de mares, qualifier les mares comme habitat d'espèces protégées, et à ce titre-là, l'habitat devient protégé et le propriétaire ne peut pas y faire n'importe quoi. Nous, OFB, on intervient, on fait intervenir également d'autres associations qui viennent participer aux inventaires avec nous. Puis ensuite, c'est l'administration, la direction départementale des territoires, qui est en charge d'informer les propriétaires de la réglementation et des contraintes administratives liées à ça. Voilà pour cette première partie. Alors,
au départ, voilà, on avait avec Julie, on a parlé de la rainette. Oui, c'est la rainette. En tout cas, c'est un vrai sujet, mais en tout cas, c'est directement lié à un habitat. Et ici, sur le territoire, de ce qu'on en connaît pour le moment, c'est lié aux mares et on va dire aux étangs, ce qui peut subsister des étangs. Alors, on développera aussi, on se pose d'autres questions, mais aujourd'hui, si les mares n'existaient pas sur le territoire, il n'y aurait certainement plus de rainettes, ou en tout cas, elles seraient encore bien moins présentes. Voilà. D'où l'intérêt de vous parler de cet habitat-là qui n'est pas négligeable dans ce contexte. Donc voilà pour cette première partie. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, par rapport. Oui. Vous nous parlez des morts, l'intérêt écologique, je suis agriculteur du Nord, Oui. Le communal, aujourd'hui, c'est tout à l'égout, eau de vaisselle, enfin, vachement à l'œil. Avant de faire une erreur pour voir ça, c'est la marre. Ça coule tout blanc, ça mousse, enfin, rien. Et la deuxième, c'est en dessous le pays, dans un de mes prés, là où je mets les bovins pâture, là, il n'y avait pas de possible, tout sort direct. Après, je sais que concernant Eric avait fait des démarches, en tout cas par rapport à cette mare. On parle de la mare qui était un peu pavée là, sur la route de Villars-Centenot, c'est ça, oui, hein, c'est ça, ouais. Donc, sur la possibilité d'essayer de faire quelque chose, de mieux traiter les eaux et puis d'essayer de faire quelque chose. Non, mais on est bien conscients les uns les autres qu'il y a des choses à revoir. Comme on disait, la plupart du temps, ces mares-là, ça c'était une mare, entre guillemets, communale, à un usage communal, et certainement qu'à cette époque-là, oui, elle servait pour traiter les eaux. Alors aujourd'hui, les communes doivent se mettre en ordre pour essayer de traiter les eaux, on va dire, au mieux, de se mettre en conformité. Et oui, il y a des efforts comme ça à faire. Alors là, c'est peut-être la commune. À un autre endroit, ça va être La deuxième sortie, en dessous du village, c'est pareil. Et la deuxième, c'est laquelle? Ça sort en dessous du pays, ça c'est dans les prés. C'est la grosse mare qui est en contrebas à gauche, la route de Villars aussi. C'est sorti tout à l'égout. Alors, oui, je vais répondre quand même par rapport à la commune. Sur la mare communale, là, celle qui est pavée, celle qui est sur la route de Villars-Centenot, donc on avait fait l'année dernière un projet dans l'appel d'offres avec le Parc national pour la restauration de cette mare-là. On n'a pas été retenu sur ce projet-là, on a été retenu sur un deuxième projet. Julie nous disait qu'il y aurait cette année un nouvel appel à projet, donc on va pouvoir redéposer, et comme on n'aura qu'un dossier, on peut espérer que de l'avoir. Et surtout qu'il y a un axe qui est dédié à la création et la restauration de mares. Voilà. Cette année. Et le point après là que tu abordes, c'est après c'est ce que l'on peut faire dans la gestion d'assainissement non collectif dans les villages. Et là, c'est un très très gros. Effectivement, ces questions de traitement de l'eau, elles vont aussi bientôt relever d'une compétence intercommunale. Donc, il s'agira de pouvoir trouver des sources de financement pour permettre de concrétiser ces projets, sachant que quand on parle d'assainissement, que ce soit l'assainissement collectif ou individuel, ça coûte aussi aux propriétaires. Donc, l'État peut venir en soutien sur le plan financier pour participer à ces projets, mais il y a quand même un reste à charge des personnes et des choix à opérer à l'échelle de chaque commune. Est-ce que l'assainissement individuel doit être celui qui est choisi? On a fait alors au niveau, oui, je vais reprendre la main. Enfin, ça fait 13 ans qu'on entend parler de l'assainissement des collectifs. Moi, j'ai rénové une maison en 2009, j'avais déjà ça. Oui, non mais on a fait. Et aujourd'hui, on a toujours le même point. Le choix donc, communal a bien été fait de faire de l'assainissement non collectif, hein, puisqu'on avait fait l'étude, et donc ça voulait amener l'eau à plus de 10 € du mètre cube, donc c'était pas rentable de passer par ça. À partir du moment où tu augmentes le prix de l'eau aux habitants, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde installe des citernes et tu baisses ton volume d'eau, et donc tu es obligé de monter encore ton prix d'eau. Donc on avait fait le choix communal il y a 4 ans à peu près, voilà. On a fait à l'époque tous les diagnostics, on a payé la commune tous les diagnostics de tous les habitants, de toutes les habitations du village. Après, on est au stade où maintenant on a les habitations qui sont en point noir, on les connaît. Le problème maintenant, c'est que les problèmes financiers
et de subventions par rapport à l'agence de l'eau qui, quand on a commencé à ce diagnostic-là, l'agence de l'eau subventionnait toutes ces résorptions de points noirs à 80%. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de subvention. On a fait une réunion au mois de décembre sur le PTAO, donc à la communauté de communes, où on est parti dans cette idée-là, mais il faut qu'on arrive aussi à obtenir des subventions. Et après, il faut aussi l'accord, Madame la sous-préfète disait, l'accord des gens pour financer. Même si on a 50 ou 80% de subventions sur 15 000 € de travaux, grossièrement, hein, par installation, ça fait pour le particulier un billet quand même, hein, un reste à charge qui ne va pas être facile à absorber. Et après, il faudra aussi que les gens acceptent que l'on fasse collectivement, que la communauté de communes monte le projet pour aller travailler individuellement chez chacun. Et ça, c'est encore pas facile, c'est pas gagné. On ne pourrait pas, à titre privé, avoir des subventions. On va revenir sur non, mais tu vois, on voit que l'eau a de l'importance à tous les niveaux. Parce que apparemment, apparemment, il va y avoir une belle levée sur la place, machin, pour que les gens viennent voir les morts. Donc, quand ils vont les voir dans Marna, et puis, d'après ce que j'entends dans la commune, pour bouger les trous dans les chemins et tout, il va pas falloir que les touristes en VTT, ils aillent tomber, parce que c'est qui sera responsable. Le maire, il n'y a pas d'argent du tout. Il ne faut pas tout Et attends, s'il vous plaît. Je pense on va. pas tout mélanger, on va reprendre Juste, voilà, merci. au cours de la conférence sur les mares. On voit que l'eau a toute son importance à tous les niveaux. Après, voilà, ce sera des efforts des uns et des autres pour, en tout cas, faire de sorte à ce que ces milieux-là soient le plus fonctionnels possible et on va dire le plus riche possible. Et voilà, en tout cas, ça a vraiment son importance. Je vais vous parler maintenant un peu plus dans le détail, ou en tout cas vous présenter ce qu'on sait de la rainette, alors un petit peu par rapport à la biologie de l'espèce, et puis en arriver un petit peu au territoire, sa situation au niveau national, et puis un petit peu sur le territoire localement. Alors, la rainette arboricole, enfin pour les uns et pour les autres, on va dire oh, c'est une grenouille. Alors oui, c'est dans le groupe des grenouilles, mais c'est pas vraiment une grenouille au sens propre du terme. Donc ça fait partie de la classe des amphibiens, c'est bien amphibien. Ensuite, il y a plusieurs, juste un tout petit peu de classification, je vais faire simple, mais il y a, nous on connaît chez nous, on va dire deux types d'amphibiens, les urodèles, ça va être les salamandres, les tritons, hein, ce sont on va dire des amphibiens qui possèdent une queue, et puis les anours qui ne portent pas de queue, et là, dedans, dans les anours, il y a les grenouilles, mais il y a aussi les rainettes. Et les rainettes, c'est, on va dire, une famille à part entière, qui sort des grenouilles, de la grenouille rousse que vous pouvez connaître, et puis également les crapauds, comme le crapaud sonneur, à ventre jaune, la lite accoucheur et autres. Voilà. Mais juste pour vous dire que la rainette, c'est une famille à part entière, et c'est fait partie de l'espèce les rainettes. Voilà, ce ne sont pas vraiment des grenouilles. Bon, je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez eu la chance d'en voir une, enfin les habitants du village, vous la connaissez, ça vous parle, vous l'avez déjà entendue, vous l'avez déjà vue? Entendu? Ouais, vu? Ouais. Donc c'est une toute petite rainette, une toute petite grenouille, hein, elle fait entre 30 et on va dire même jusqu'à 50 mm, mais c'est vraiment pas très grand. Et elle est d'une couleur verte assez pétant, hein, le vert pomme, très lisse. Et si vous êtes amené à la voir ou à la chercher, en fait, c'est pas forcément dans l'eau, c'est principalement dans les strates arbustives ou arborescentes. En fait, elle est souvent dans la végétation. C'est pas une rainette comme les grenouilles vertes que vous allez voir plonger dans les mares, sauter dans l'eau. Là, celle-ci, elle va se reproduire dans l'eau. On la trouve au bord des zones humides et des mares. Mais par contre, vous la verrez très peu dans l'eau. Elle va être principalement sur la végétation. Les quelques inventaires qu'on a fait ici, donc à l'écoute, elle était dans les buissons autour. Hein. Elle n'était pas dans l'eau. Hein. Donc il faut la chercher, on va dire, d'une autre manière qu'on peut inventorier les autres amphibiens. J'en parlerai juste après, mais elle a une cousine, la rainette méridionale. Donc on va dire que globalement, leur
répartition ne se recouvre pas. Donc on ne risque pas ici de trouver la rainette méridionale et on ne pourra pas la confondre. Une des caractéristiques, c'est qu'elle est munie alors de ventouses, où c'est des petites pelotes qui sont sous, je ne sais pas si vous le voyez au niveau de ses pattes, qui lui permettent de s'agripper à la végétation et de monter très facilement, on va dire, sur les herbes, les branchages. Enfin, voilà, elle peut en tout cas s'agripper à la végétation. Et puis, elle a un champ très caractéristique. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu ça, vous, sur le territoire? Avec moi, mais avec moment. Voilà. Après, ce qui serait intéressant, voilà, c'est on parlait de sciences participatives. Donc, c'est sûr que nous, sur le territoire, on va mener quelques inventaires, on va essayer de mieux connaître l'espèce, sa répartition, voilà, savoir où elle se trouve plus précisément. Mais on compte aussi sur les habitants à se dire, ah bah oui, je l'ai déjà entendu à tel endroit, il y a peut-être des endroits où on n'est encore pas allé la chercher ou l'écouter, et ce serait intéressant de le savoir, quoi. Donc on compte aussi sur les gens du pays, quoi, pour nous apporter quelques informations. La période d'écoute. Alors la période d'écoute, c'est principalement d'avril à juin. On va dire qu'il faut qu'il commence à faire bon, assez chaud, mais en fait ce sont les mâles qui chantent, hein, principalement. Et au moment, on va dire, de la reproduction, hein, où ils viennent couvrir les femelles, c'est à ce moment-là où ils se retrouvent, ils se regroupent, et où on entend ces chants de 1, 2, 3, 4 ou 5 rainettes qui, on va dire, c'est la concurrence entre les mâles, quoi, qui viennent draguer ces belles. Donc voilà pour ça, quelques autres éléments par rapport à leur habitat, donc liés aux zones humides, et ici en particulier aux mares, mais pas uniquement. Normalement les mares, on peut les trouver ailleurs, sur d'autres territoires, c'est les bras morts des rivières, ça va être des zones, les bras morts ou des gravières, des endroits où l'eau est un peu plus tranquille, des dépressions humides, on va dire dans les prairies ou des choses comme ça, mais l'habitat, il faut que ce soit une mare végétalisée, arborée, on va dire avec des arbustes. Une mare, comme je vous ai montré tout à l'heure, où le bétail venait et puis, on va dire, aucun buisson autour, c'est vraiment pas favorable. On va dire là, elle va, en tout cas si elle n'a pas disparu, elle va disparaître. Elle va aller sur un habitat qui est bien plus adapté. Son statut, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est une espèce protégée à plusieurs titres. Donc, il y a différentes conventions. La convention de Berne, qui, on va dire, où les États se sont engagés à protéger certaines espèces, qui sont listées à l'annexe 2. Il y a la directive Habitat Faune-Flore, annexe 4, qui protège les espèces, mais aussi leurs habitats. Et puis, dans l'arrêté du 8 janvier 2021, il y a également une liste d'espèces qui sont signalées. Donc, entre autres, la rainette en fait partie. Et cette espèce-là est protégée et son habitat l'est également. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas sur une mare, si la mare a été identifiée habitat de la rainette arboricole, la mare ne peut pas disparaître, on ne peut pas y faire n'importe quoi, le propriétaire ne peut pas y faire n'importe quoi. Il est contraint, si toutefois il veut faire des travaux ou faire quelque chose, il faut qu'il demande les autorisations ou les dérogations nécessaires. Alors la rainette est également inscrite sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un plan régional d'action qui est mis en œuvre. Donc c'est le plan régional d'action mare, c'est pas un plan régional d'action rainette, mais qui est intégré dans le plan régional d'action mare. Et donc pour l'IUCN, néanmoins, la rainette n'est pas, on va dire, elle a une préoccupation mineure à l'échelle nationale. Il y a des territoires où elle est plutôt bien présente, mais à savoir que chez nous, dans le Grand Est et en Haute-Marne, c'est une préoccupation majeure parce qu'elle est vraiment en forte régression. Dans quel endroit ? Voilà. Donc là, juste pour vous montrer la répartition de l'espèce en France,
Je vous montre ensuite la répartition de la rainette méridionale. Donc vous voyez, il n'y a quasiment pas de recouvrement. Il y a peut-être quelques endroits où ça pourrait l'être, hein, mais en tout cas pas chez nous. Là, après, je vois quand même un petit point. Bon. Il faudra bien discuter, il faudra vérifier. Voici la connaissance actuelle de la rainette donc en région Grand Est. Alors, j'ai un peu moins d'informations, je connais un peu moins sur les régions Lorraine et Alsace, mais donc le CPIE Sud-Champagne a fait des inventaires sur les autres populations en Champagne-Ardenne. Donc, ils sont venus, donc c'est pas l'année dernière, mais ils sont venus il y a 2 ans donc, sur le territoire de Cognier, faire quelques écoutes comme on a fait l'année dernière, donc ils ont bien détecté l'espèce. Elle est également dans le Chat-Oursois et puis sur la montagne de Reims, un petit peu présente en Argonne. On voit un point dans le nord du département de la Haute-Marne, mais qui est une vieille donnée et qui a priori n'a pas été confirmée ces dernières années. Il y a la situation de l'espèce dans la vallée de l'Ours. Donc comme je vous l'ai dit, des inventaires réalisés par le CPIE de Sud-Champagne et puis par l'OFB. Donc les collègues, alors ex-OFB, et donc c'était les collègues de l'AFB à l'époque, connaissaient, on va dire, l'espèce et avaient fait donc, quelques inventaires. Donc il y a quelques données plus anciennes. Et il s'avère qu'entre les données anciennes et les données d'aujourd'hui, ça ne va pas beaucoup mieux, et voire c'est plutôt en régression. Donc c'est d'autant plus inquiétant. Les méthodes d'inventaire. Alors, les méthodes d'inventaire pour les amphibiens, c'est l'observation visuelle, ça c'est la première chose. Et également de la capture par NAS. Donc c'est ce qu'on fait souvent, nous, au FB, quand on fait les inventaires de mares. Donc pour cela, on a une dérogation espèces protégées, hein, pour pouvoir capturer les espèces. On ne fait pas ça parce qu'on est juste au FB avec l'étiquette police de l'environnement. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc on a des dérogations de l'ADREAL qui nous permettent de capturer et de relâcher bien sûr les bêtes vivantes. Et donc on pratique ce genre d'inventaire assez régulièrement pour l'ensemble des amphibiens, sauf la rainette, qui n'est pas forcément la méthode la plus adaptée. Et on va dire que chez nous, sur notre territoire où elle est très peu présente, la méthode la plus efficace, c'est l'écoute. Parce que le chant est très caractéristique, il porte loin, même les sourds arrivent à l'entendre très bien, donc nombreux peuvent y participer, jeunes ou vieux, voilà. Donc en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Voilà, une petite carte, on va dire assez grossière, mais pour vous dire que globalement, sur le territoire de Cognier, Villars-Sainte-Nauge, on connaît une dizaine d'endroits où on a contacté la rainette arboricole. Donc soit sur des petites mares, soit sur des étangs en cours d'assèchement, soit sur les étangs. Et puis on a une seule donnée sur une partie, on va dire, marais, en marais. Donc le constat, c'est que la présence de l'espèce, elle est très localisée sur le territoire. Un nombre de stations qui est quand même connu, qui est très faible. Et sur la plupart des points d'inventaire, un nombre de malchanteurs à l'heure actuelle qui est quand même aussi assez faible. Voilà. Donc c'est un constat qui n'est pas très réjouissant. Alors peut-être qu'on a une connaissance partielle, en tout cas il faut l'espérer, c'est qu'on l'a détecté dans certains milieux où on a l'habitude d'aller, où on pense la trouver, et puis il faut peut-être qu'on réfléchisse un petit peu autrement, ou qu'on se dise il faut peut-être aller la chercher ailleurs, plutôt que d'aller la chercher sur ces mares. En tout cas il faut espérer qu'elle soit ailleurs. Voilà. Donc quelques objectifs à l'avenir, donc c'est des choses qu'on va dire qu'on proposera nous au FB au parc national et puis on va dire au territoire, c'est d'essayer de mieux connaître la présence de l'espèce. Donc on a déjà échangé avec Julie sur le sujet là, c'est pour ça que vous l'avez vu écrit tout à l'heure dans le programme des activités prévues
sur le fait qu'on refasse de l'écoute donc ce printemps. Donc on n'a pas mis de date précise parce que c'est très lié à la météo. Donc on peut mettre une date, hein, mais il y a peu de chances que... Donc on va prévoir, je pense qu'à un moment donné, on va proposer des dates, ou en tout cas des semaines, avec un peu plus de précision. Ce sera sur inscription, comme c'était proposé tout à l'heure. On fera... Alors tout le monde, on ne vous fera pas participer à tous les inventaires, mais on pense que c'est quand même intéressant. C'est de l'écoute, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, envahissant ou gênant pour l'espèce. Donc on peut faire participer, on va dire, du grand public à ce genre d'activité. C'est pas dérangeant pour l'espèce. Voilà. Il y a d'autres types d'inventaires où on ne le ferait pas parce qu'il y a un contexte, on va dire, un peu plus scientifique et le dérangement peut être plus important. Donc on ne le ferait pas. Mais là, on pense que ça peut en tout cas être utile parce qu'on peut démultiplier le nombre de points d'écoute et puis ça permet aux uns et aux autres de connaître l'espèce et de pouvoir, ou en tout cas de l'entendre. Et puis, une fois qu'on connaîtra un petit peu mieux l'espèce, et c'est peut-être des choses qu'on pourrait déjà mettre en action peut-être dès maintenant, c'est des actions en faveur de l'espèce, donc qui passeraient par de la restauration, on va dire, de zones humides, on va dire plutôt mares, voire de la création. En tout cas, voilà, il y aurait des actions comme ça à mettre en place. Alors, Tu parlais de la vallée de l'ours. Le moyen de diffusion, de connexion entre les différentes mares, c'est l'ours. Alors, de ce qu'on sait, c'est une espèce qui est capable de, enfin je ne veux pas dire de migrer, mais de bouger quand même. Après, sur nos territoires qui sont, on va dire, printemps-été de plus en plus secs, ça n'aide pas la dispersion de l'espèce. Mais néanmoins, si elle est présente ici à Cognier, pourquoi elle ne serait pas présente un peu plus bas, voire jusqu'à Recet? Il n'y a pas de, ça pourrait être possible. Alors, donc, en tout cas, nous, on va proposer des nouveaux inventaires, mais on va proposer d'élargir notre champ d'inventaire. Alors que ce soit sur les milieux, mais que ce soit géographiquement. Donc, il y a, que ce soit, par exemple, elle était connue sur une démarre à M. Catla, alors je n'ai pas le nom du lieu-dit, mais en direction du Val-Cerveux. Le lieu-dit, je ne le connais pas. Pourquoi n'aurait-elle pas été présente ou ne serait pas présente sur le Val-Cerveux, par exemple? Donc voilà, il faut aller écouter là-bas. Peut-être, elle y a été, elle y est de temps en temps. Comment? J'ai l'impression de l'avoir entendu. Bon, en tout cas, je pense qu'on va aller faire quelques points d'étude. Après, en direction de Chamblin, voilà, il y a des... Elle pourrait redescendre par là, en direction de Recet. Et puis ensuite, sur Villars, alors on part de Colmier, mais on ne s'arrêtera pas à Colmier par rapport à ces inventaires-là. Et donc, on ira sur la commune de Villars-Centenauge. Il y a différents endroits où on a fait des points d'écoute, il y en a d'autres où on n'est pas allé. Et il n'y a pas de raison qu'on ne la trouve pas. Donc, je pense qu'on aura plutôt des bonnes surprises, que des mauvaises. Mais voilà. En tout cas, il nous faut un meilleur état des lieux de l'espèce, à savoir sa réelle répartition sur le territoire. Voilà. C'est intéressant, on peut travailler avec les Côtes d'Orient. Oui, ah oui. Ben là, quand par exemple j'ai questionné mes collègues de Côte d'Or, ils ne savent pas. Et en tout cas, il n'y a pas de données rainettes sur la Côte d'Or. Alors, peut-être qu'elle est au Marnaise, cette rainette, c'est possible. Mais en tout cas, si c'est une rainette parc national, il faut qu'elle se invite un peu en Côte d'Or aussi. Et puis un autre moyen, c'est pour ça, ça sert à ça, et on parle de sciences participatives, le recueil de témoignages. Alors, Eric, je sais qu'à la réunion, le comité technique, tu étais avec M. Catla, je crois qu'il est là également. Vous nous aviez parlé de l'avoir entendu à une journée de chasse, je crois, non? Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Moi, c'était Eric, oui. C'était Eric? On était posté l'un à côté de l'autre, d'ailleurs. Mais là, c'est la première fois que je l'entends, que je sais que c'est... Ouais, que c'est ça. Je ne sais pas. Ouais. Et voilà, en tout cas, c'est des témoignages, à un moment ou à un autre, si vous avez entendu ça, vous allez la réentendre. Et il faut espérer que vous l'entendiez plus souvent, et puis dans des endroits qu'on ne connaît pas. Voilà, ça permettra d'identifier un peu mieux son habitat. Voilà, en fait, c'est fini.
Voilà, après on peut échanger, partager un petit peu. Pour terminer, c'est qu'en fait, on ne la connaît pas si bien que ça, et on a beau chercher, bon, il y a on va dire des régions naturelles ailleurs en France où elle est largement présente, et leurs habitats peuvent être différents de ce qu'on peut trouver ici. Moi, ça me fait penser à une autre espèce de chauve-souris sur lesquelles j'interviens par ailleurs. Une espèce qui est bien présente ici, c'est la barbastelle d'Europe. Elle n'a pas toujours le même habitat ici qu'on peut trouver en Champagne humide sur un autre territoire. Donc voilà, elle s'adapte en fonction des habitats qu'elle peut trouver, que l'habitat soit le plus adapté, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on la cherche et on compte sur vous pour nous aider. Merci. Merci. Maintenant qu'on a bien protégé la grenouille, on peut protéger un peu les propriétaires. Pas encore, monsieur Catla, pas encore. Donc, ça va se passer qui vont aller compter les petits oiseaux et tout. Il faudra peut-être que les propriétaires soient informés avant. Et exploitants aussi. Pas qu'ils voient le jour que ça passe à la télé. Monsieur Catla, j'ai fait une erreur une fois, je m'en suis excusé. Pas que ça recommence. Je m'en suis excusé. S'il y a des propriétaires qui ne sont pas intéressés par la place, comment ça se passe? Vous allez aller chez eux, puis les propriétaires qui n'auront pas envie de ça. Alors, monsieur Catla, c'est ça. Alors, il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés par ça. Monsieur le maire a dit, paf, comme dit, il fait la classe. Les propriétaires sont pas. Non mais aussi, il y en a un de chez vous là, qui se fait bénir par un taureau, au lieu d'un clos qui est responsable. Le maire, c'est vous ou c'est qui? Alors, c'est le propriétaire. Je peux vous répondre. Il ne faut pas que ça se reproduise, que les propriétaires soient informés, donc même par le parc. Pour moi, on peut faire votre inventaire, non? Vous allez aller chez les gens. Il faudrait qu'on soit au courant. Alors, je vais vous répondre. Sur ces inventaires-là, alors que si c'est des inventaires, on va dire. C'est le parc, c'est même pas l'OFB, cet inventaire. C'est un collectif de partenaires pour les inventaires. Donc, personne ne préviendra personne, on est d'accord. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionnait jusque-là. Je pense qu'on pourra s'appuyer là-dessus parce qu'il y a quand même un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, tous les propriétaires n'ont pas été au courant de cette réunion-là. Merci, monsieur le maire. Tous ceux qui exploitent sur la commune devraient être au courant. Ah oui. L'information, elle peut encore être. C'est une première réunion, c'est une première rencontre. Je veux dire, vous allez pouvoir vous faire, on va dire, relier cette information-là, on pourra se revoir. Je dirais, si vous avez des collègues agriculteurs qui sont intéressés pour qu'on leur communique cette information-là. Et si vous allez les inviter aujourd'hui, ils n'y ont pas été. Merci, monsieur le maire. Bon, pour en revenir sur la méthode, alors, sur les inventaires qui sont liés, on va dire, à de la capture. Comme je vous le disais, nous, OFB, on n'est pas habilité à capturer, dire, hop, on va faire une capture, on va poser une NAS, et on va poser une NAS dans une mare d'une propriété privée comme ça. On ne peut pas le faire. Il nous faut une dérogation de l'Adréal espèce protégée. Mais vous avez le droit d'y aller quand même. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Une dérogation de l'Adréal, et deux, une autorisation de la préfecture via le plan de contrôle, où on demande à pouvoir faire des inventaires de police préventive. C'est inscrit au plan de contrôle, et là, on est habilité à pouvoir se rendre chez un propriétaire. On va dire la propriété, elle est privée, mais dans le cadre de missions de police, on peut y pénétrer, hormis dans une habitation. Sauf que, effectivement, normalement, on informe les propriétaires via les mairies. Je vous dis, ça se passait comme ça jusque-là. Après, comment se fait toutes les informations? Il peut y avoir, je vais y venir, il peut y avoir des bugs, ça, on ne va pas dire que ça n'arrive jamais, mais la démarche est celle-là. C'est que dérogation de réal, validation préfecture, information des communes via les mairies, qui normalement ensuite informent l'ensemble des propriétaires. Voilà la démarche. Pour les écoutes, donc si on doit se rendre chez les propriétaires, on va faire la démarche aussi, on le fera. Par contre, je vous dis, la rainette, on l'entend à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres.
Donc en restant sur le bord des chemins, sur le bord des routes, ça devrait suffire. Voilà. Après, vous ne faites pas, vous rentrez les parcelles Non, comme mais- ça, sans gêne. Non, alors, dans le cadre de nos missions de police, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut rentrer sur les propriétés, on peut le faire. D'accord, mais je réduis ma question, vous faites gagner par un taux ou une vache, qui est responsable? Ce sera pas vous Ils le sont responsable. Ce sera pas vous le responsable. Ce sera pas vous On le assumera la responsable. responsabilité. Hein. Voilà. Alors, ça, Donc voilà, je vous ai expliqué la démarche, la façon de faire. la prochaine, il n'y avait pas de panneau, c'est la ville. Vous mettez des panneaux à les parcelles. Des panneaux. Bah, qui est interdit au public, aux usagers, Comme toute propriété privée, donc on va dire, là nous si on le fait, c'est qu'on a la possibilité de le faire, sinon on ne le fait pas. Que ce soit par rapport à la propriété, que ce soit par rapport aux présence espèces. sur les parcelles, il y a des délais de rentrée après l'utilisation, enfin après l'utilisation. Comme vous allez le savoir, ça. Si on a traité le matin ou 2 jours avant, Dans une prairie en général ça doit aller, non? sur les parcelles cultivées. Bon, on va pas aller chercher la rainette sur les parcelles cultivées. Il y a les poussées dans les parcelles cultivées, avec les bonnes herbes et tout. Enfin, vous inquiétez pas, on sait faire, on arrive à intervenir dans d'autres cas. Il y a d'autres questions? Oui, tu disais qu'on l'a trouvé essentiellement dans la végétation, notamment dans les arbustes et tout ça. Du coup, quel est son lien avec l'eau? Alors, elle s'en sert vraiment comme support. Alors l'eau, c'est la reproduction, hein. C'est qu'elle va pondre ses œufs dans l'eau. Elle se reproduit dans l'eau, ça c'est sûr. Par contre, une fois qu'elle s'est reproduite dans l'eau, c'est pas son habitat de prédilection. C'est un peu comme les tritons. Les tritons, ils sont principalement terrestres. Une fois qu'ils ont fait leur stade, on va dire, de reproduction, bon, ils peuvent aller se nourrir dans l'eau également, mais on va dire la plupart de la plupart du temps, ils occupent plutôt le milieu terrestre. Et la rainette, elle fonctionne comme ça aussi. Et où elle se plaît le mieux, c'est sur la végétation aux environs des zones humides, où elle va se poser sur les arbustes, sur les petits arbres dans la végétation. Donc c'est là en fait qu'il faut la chercher parce que elle ne va pas être à plonger dans l'eau, tu ne la verras pas plonger dans une mare ou quelque chose comme ça, comme le font les petites grenouilles vertes par exemple. Alors tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit ou en tout cas le détaillé, c'est que on la connaît dans les mares. Moi, avant qu'elle soit dans les mares ou on va dire dans les étangs sur le territoire, elle a été forcément ailleurs et dans les milieux naturels. Donc, il semblerait qu'il faille quand même aussi la chercher un peu plus dans les marais. Peut-être que c'est pas l'habitat idéal aujourd'hui, elle s'est peut-être reportée sur les mares parce que c'est quand même mieux pour elle. L'eau, je sais pas, peut-être un peu plus chaude. Un peu plus de végétation adaptée, j'en sais rien, quand les marais c'est quand même pas mal au niveau de végétation. Mais voilà, pourquoi on la trouve moins dans les marais que dans les mares aujourd'hui? Enfin, pour moi, ça reste une question. Et ces inventaires vont servir à nous dire si elle y est présente ou pas. Et si elle a changé, fait évoluer son habitat vers quelque chose qui lui convient mieux. Une petite remarque sur les mares. J'y pensais tout à l'heure quand on parlait assainissement. On a parlé de l'intérêt écologique, tu as parlé de tous les usages et des différents intérêts. On peut imaginer aujourd'hui aussi recréer des mares avec des utilités qui vont servir pour ces amphibiens, mais avec des utilités, ça peut être utile pour l'épuration. J'ai installé chez moi mon assainissement, c'est un filtre planté de végétaux. C'est bêtement l'imitation de ce qu'est un marais ou ce que pourrait être une mare. Et on peut imaginer aussi, dans le cadre de l'assainissement individuel, recréer des mares comme zone de recueil des eaux et avec une eau qui ressort de la mare épurée. Donc on peut y avoir cet intérêt-là. On peut aussi recréer des mares. Aujourd'hui, on parle des citernes, enfin des réserves d'eau contre l'incendie. Alors on voit les grosses poches à eau où on fait des réserves enterrées. On pourrait très bien avoir des réflexions sur la création de mares avec un but incendie et se retrouver avec des mares qui se multiplient sur le territoire et qui ont aussi d'autres utilités adaptées à notre vie tous les jours. Et je termine juste avec un petit témoignage parce que j'ai créé une petite mare chez moi qui fait 10 mètres carrés.
10 mètres carrés, et je suis assez halluciné de la rapidité de colonisation de la diversité en fait, de la faune et de la flore. Je l'ai créé durant l'hiver 2019. Dès le printemps, enfin dès février 2020, il y avait les premières fontes de grenouilles rousses, les premières libellules qui se sont installées, et là cette année, été 2022, j'ai eu la chance de voir le sonneur à ventre jaune qui est venu s'installer sur la Marne. Voilà, très vite on peut aussi voir des choses, donc c'est tout intérêt. C'est une mare d'épuration. Non, la mare que j'ai créée, c'était ma petite mare de diversité, mais voilà, ça peut intéressant. Après, comme le dit Romaric, je pense qu'il faut qu'on soit tous persuadés des différents intérêts que peuvent avoir ce type d'habitat. Alors un intérêt pour la biodiversité, c'est certain. Après, certains n'y trouveront pas, dire bon, moi j'en ai rien à faire de la biodiversité, mais il faut être persuadé que la préservation de ces milieux-là, c'est aussi la préservation de d'autres habitats. Enfin, on a tous intérêt à préserver une mare, comme on a à préserver un cours d'eau, comme on a à préserver une forêt. Enfin, je veux dire, c'est le fonctionnement de notre environnement et le bon fonctionnement de notre environnement. Donc, par cette image-là, on veut essayer de vous faire partager aussi l'intérêt de prendre en compte tous ces habitats-là. Et puis, pour certains, oui, peut-être l'intérêt qu'on pourrait en tirer parti, si c'est uniquement ça, mais que ça peut servir au reste. Voilà. En tout cas, voilà, c'est essayer de vous sensibiliser et d'essayer de vous convaincre pour certains à d'autres utilités, et que ce ne sont pas que des contraintes, il y a beaucoup d'avantages. Et si aujourd'hui notre environnement dysfonctionne, c'est qu'on passe à côté de tout ça et de l'importance de tous ces milieux et l'intérêt et le respect qu'avaient, on va dire, les générations un petit peu avant nous. Voilà. Merci Samuel. Merci. Merci à tous. J'espère que vous avez découvert déjà les grandes lignes des ABC. Vous allez participer un maximum. Ce serait